Espace TV, le 22h. Vous êtes des millions de personnes à nous choisir pour vous informer. Merci de votre fidélité à Espace TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les têtes de chapitre. À la une de l'actualité, le président Alpha Condé allège l'état d'urgence sanitaire et reconduit les mesures édictées auparavant pour lutter contre le coronavirus. Un allègement salué par la société civile guinéenne qui propose d'autres solutions pour une sortie de crise sanitaire en Guinée. Une coalition des jeunes de la Guinée forestière plaide pour le changement dans la continuité ce jeudi. Et ces jeunes ont officiellement adhéré à la mouvance présidentielle à Conakry, une adhésion qui intervient seulement à quelques jours de la manifestation prévue par le FNDC contre une nouvelle candidature du président Alpha Condé. Et puis le slam et le théâtre pour lutter contre l'insalubrité en Guinée. L'initiative est du CFP de Matoto et le mouvement Sauvons nos îles. Nous sommes jeudi 16 juillet 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Contrairement aux attentes des citoyens qui ont réclamé ces derniers jours la réouverture des mosquées, des frontières et notamment du trafic interurbain, le président Alpha Condé a maintenu l'état d'urgence sanitaire qui angoisse certains Guinéens depuis 3 mois. Il a tout de même allégé certaines mesures. Mariam Fodé Camara décrypte le discours du président Alpha Condé. Suivez. Dans cette adresse à la nation, le président a tout d'abord fait le point de la situation de la crise sanitaire que traverse la Guinée avant de donner des informations sur des nouvelles mesures rendues nécessaires par l'évolution de la pandémie dans le pays. Alpha Condé a aussi exprimé son regret dans le relâchement de certaines mesures sanitaires. En effet, malgré les appels à la discipline et rigoureux des règles édictées par les autorités sanitaires, je constate avec regret et amertume le relâchement par endroits des mesures barrières et notamment le non-respect du port du masque en public et à la maison, la violation des dispositions visant à la limiter de rassemblement des personnes, ainsi que les déplacements intempestifs de Conakry vers l'intérieur du pays. Ces pratiques non citoyennes ont eu pour conséquence l'apparition de nouveaux cas dans certaines villes de notre pays, jusque-là épargnées. Le chef de l'État a lancé une invite à toutes les composantes de la société à renforcer leur message de sensibilisation autour des modes de prévention de la COVID-19 et des enjeux économiques et sociaux de la riposte contre la pandémie. Le gouvernement, pour sa part, poursuivra ses efforts en vue d'apporter les réponses appropriées aux défis sanitaires et économiques que représente cette pandémie. Après consultation avec les acteurs concernés dans la lutte contre la COVID-19, le président a annoncé l'allègement de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence est reconduit pour une période de 30 jours à compter du 15 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières aériennes vont connaître une réouverture progressive à partir du 7 juillet 2020. Le couvre-feu est ramené de 0h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Koya, du Breka, et reste entièrement livré à l'intérieur du pays. Le port du masque est toujours obligatoire tant en public qu'à la maison. Les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Le président Alpha Condé a par ailleurs affirmé être convaincu que la victoire contre la pandémie de COVID-19 est à portée de main. Il suffirait juste, selon lui, de faire preuve de solidarité et de responsabilité pour vaincre cette maladie. Le couvre-feu observé avant de 23h à 5h est désormais allégé de 0h à 4h du matin et le port de masque lui reste obligatoire. Un allègement salué, vous allez le voir, par la société civile guinéenne qui propose d'autres solutions pour une sortie de crise sanitaire. Justin Leno nous en dit plus. L'allocution du président Alpha Condé était tant attendue par la population guinéenne. L'allègement de l'état d'urgence sanitaire reste focalisé sur les points habituels, notamment le couvre-feu qui s'étend désormais de 0h à 4h du matin. Dans sa courroux de la société civile salue le discours. Si le président avait demandé, s'il avait levé l'état d'urgence sanitaire, j'allais m'y opposer personnellement, pour la simple raison, des nouveaux cas sont enregistrés tous les jours et des malades sont en traitement. D'autres même, leur situation n'est pas connue. Mais au-delà de ça,
Il y a encore la maladie dans les pays voisins. La pandémie existe encore au niveau mondial. Donc la décision de la reconduction de l'état d'urgence sanitaire est de facto. Le président a également annoncé la réouverture des frontières à partir de ce vendredi. Abdoul Sako du COJELPED, lui, doute de cette mesure et propose son suivi normal. Les 200 premiers qui sont venus dans le pays et qui n'ont pas été saisis, on a pris leur passeport et les abandonnés, ont été un facteur essentiel de propagation du virus dans le pays. Donc, il va falloir prendre des mesures idoines pour que l'ouverture là ne nous soit pas préjudiciable. De l'autre côté, c'est au niveau des populations. C'est davantage doubler d'efforts, encourager, prendre le port du masque pour que ça soit effectif, pour ne pas que les efforts fournis pendant plusieurs mois ne puissent être entassés. Par ailleurs, le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne condamne le relâchement du port des masques de protection par certains citoyens et le ralentissement des services de communication. Même sur les télévisions, les spots qui passaient, les messages d'information qui passaient commencent à se raréfier parce que les gens estiment que tout va dans les conditions normales. Mais en réalité, l'épidémie, la maladie existe encore dans les pays développés et la Guinée n'a pas un système de santé qui nous permet de nous résister dans le cadre d'une contamination de masse. Donc, le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires pourrait éviter la propagation de la maladie, selon ces acteurs de la société civile. Vous l'avez donc compris, dans le but de contenir la propagation du coronavirus, le président de la République a reconduit l'état d'urgence sanitaire pour une durée d'1 mois, mais certaines mesures ont été allégées et d'autres restent toujours intactes. Et cependant, nombreux sont des citoyens qui n'arrivent plus à tenir et d'autres apprécient ce prolongement. Reportage d'Ena Bangoura et Alseni Kamara. Dominés par le stress, ces personnes interrogées s'attendaient à un allègement de certaines mesures liées à l'état d'urgence sanitaire, notamment le coût du transport, dont l'impact sur leur quotidien devient de plus en plus insupportable. Parce que quand tu prends le transport aujourd'hui, une seule tronçon, 3 000 francs, quand cela se prolonge à tout moment, tu vois ce que ça fait. Ça diminue la mobilité des gens, des citoyens. L'État devrait voir d'autres états d'urgence, voire d'autres manières pour alléger un peu le déplacement de la population. Il y a beaucoup de manières de résoudre cette crise. L'affaire de confinement, là, ça dérange beaucoup les affaires. Vous voyez les transports, ils ont augmenté. Par contre, d'autres partagent l'idée de prolongement vu la montée en flèche de l'épidémie ces derniers temps. Ce prolongement n'est pas fortuit. Le président a voulu préserver la vie des Guinéens. Tout le monde sait que partout dans le monde aujourd'hui, c'est la souffrance. Mais la santé avant tout. Nous savons déjà que nous avons perdu cette année qui est l'année 2020. Il ne faut plus maintenant qu'on pense aujourd'hui à relancer l'économie. En tout cas, tout ce que notre objectif aujourd'hui, c'est de combattre cette maladie. Ce n'est pas un problème, c'est plus seulement guinéen, c'est mondial. Donc nous devons s'enrichir au conseil donné par les médecins, l'état décrété par le gouvernement. Ce n'est pas un problème du gouvernement, c'est un problème à nous tous. La Guinée a franchi la barre des 6 000 cas de contamination avec plus de 4 000 guéris et 38 décès. Le président Alpha Condé joue donc la carte de la prudence en suivant les recommandations des acteurs de lutte contre la maladie qui estiment qu'il est encore tôt de lever toutes les restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire. Voilà, on reste dans le même sillage pour dire qu'après 3 mois de suspension, la Guinée réouvre ses airs aux vols internationaux ce 17 juillet. Le ministre des Transports, Abouakar Silla, s'est même rendu sur les lieux pour s'assurer des dispositions prises pour la reprise de ces services. Babou Condé et Lamine Silla nous signent ce reportage. Suspendus depuis le 21 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, les vols commerciaux vont enfin reprendre leur activité à l'aéroport international de Conakry-Bessia ce jeudi 17 juillet.
Le ministre des Transports, Abouakar Silla, s'est rendu sur place pour être sûr des dispositifs pris à cet effet. Ils ont fait le constat que tout le plan de relance de l'aéroport a été pris en considération par la SOGIAC sous le contrôle de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. Et nous estimons que les vols, donc, dans ces conditions-là, peuvent bien reprendre en ce qui concerne la sécurité sanitaire des passagers, aussi bien à l'embarquement qu'au débarquement. Cette réouverture va permettre aux Guinéens bloqués à l'extérieur de regagner leur pays, mais à d'autres de pouvoir reprendre leur activité. Tout ceci se fera suivant un protocole. Il est prévu dans le nouveau protocole, dont le détail sera fait et sera vulgarisé au niveau des médias, qu'il faut absolument disposer d'un résultat négatif de test de moins de 7 jours à l'extérieur pour pouvoir embarquer dans n'importe quel avion à destination de la Guinée. Mais une fois en Guinée, il n'est pas exigé qu'il y ait un nouveau test à l'arrivée à l'aéroport, parce que ce serait extrêmement difficile, extrêmement compliqué, compte tenu du nombre de passagers dans les vols commerciaux, compte tenu du risque aussi que plusieurs vols commerciaux se retrouvent en même temps, à la même période, donc au niveau de l'aéroport. La direction générale de la SOSEAC rassure quant au respect de ce protocole par des mesures applicables à tous les passagers, sans exception aucune. Nous sommes dans une situation très difficile, sans avion, et que l'aéroport est fermé. Financièrement, nous sommes plombés. Tous les partenaires de l'aéroport, nous avons travaillé pour mettre en place un protocole sanitaire permettant à l'aéroport de Conakry d'être fonctionnel pour recevoir les passagers. Et vous avez entendu le ministre parler, il y a un protocole qui est en place qui sera respecté. La Guinée a connu ses premiers cas suspects de coronavirus au mois de mars. À la date du 15 juillet, le pays a enregistré un cumul de 6 276 cas confirmés et 38 décès. À présent, parlons de cette remise officielle de kits d'hygiène et des équipements de protection individuelle à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le coût du financement est estimé à plus d'$1 million américains. L'initiative, vous allez le voir, est de l'UNICEF avec l'appui financier de la Banque mondiale. Ce dont va permettre l'amélioration de la prise en charge donc liée au coronavirus dans notre pays. Alseni Bari et Ali Ouba nous signent ce reportage. Ce don de la Banque mondiale à travers l'UNICEF s'inscrit dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. D'une valeur d'1 947 962 $ américains, il est composé de gants, blouses, combinaisons de protection et va servir au renforcement de la prévention et le contrôle des infections au niveau des centres de traitement épidémiologique pour une meilleure protection du personnel de santé et des patients. À ce jour, le financement de la Banque mondiale a permis d'acquérir 790 952 paires de gants, 21 480 blouses jetables, 3 000 bottes de sécurité, 20 000 surchaussures, 5 000 écrans faciaux, 16 065 combinaisons de protection, du matériel de désinfection composé de 360 fûts d'hypochlorite de calcium, 25 000 flacons d'eau de javel, 5 000 flacons de gel hydroalcoolique, 100 000 savons, 150 kits de lavage de mains et des pulvérisateurs. Cette initiative est saluée par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui estime que le don pourra renforcer les capacités des centres de traitement nouvellement installés à l'intérieur du pays. On en avait besoin, surtout en cette période où nous sommes en train d'ouvrir des centres de traitement à l'intérieur du pays. Donc, nous disons encore une fois merci à l'UNICEF que ce don va être mis en route par la pharmacie centrale afin d'améliorer les équipements de nos centres de traitement à l'intérieur du pays et réduire encore de façon significative le risque d'infection à travers le programme de PCI qu'on a conclu avec les partenaires. La Banque mondiale et son partenaire l'UNICEF promettent des intrants additionnels et matériels roulants qui viendront soutenir et améliorer le dispositif actuel pour la riposte contre la Covid-19.
À présent, parlons politique dans cette édition d'information. Un atelier de formation des membres des commissions administratives et de l'établissement et de révision des listes électorales est organisé ce jeudi à Conakry. Cette initiative de l'institution électorale en prélude à l'élection présidentielle de 2020 a pour objectif l'inscription des électeurs le jour du vote et éviter surtout la présence des mineurs dans les circonscriptions électorales. Justin Leno et Yacouba Traoré. Cet atelier regroupe les représentants des partis politiques concernés par la présidentielle et ceux des commissions électorales communales. Ils sont formés pour l'inscription, le transfert et la radiation des électeurs qui ne seront pas dans les normes prévues par la loi le jour du vote. Ils ont pour mission d'inscrire de nouveaux électeurs. Ils ont pour mission d'apporter des corrections sur les électeurs qui sont déjà inscrits dans le système. Ils ont pour mission de radier les électeurs qui sont décédés par exemple. D'accord ? Ils ont aussi pour mission de donner la possibilité aux électeurs qui ont changé de localité qu'ils puissent avoir aussi leur transfert. Pour éviter des anomalies dans les bureaux de vote, les bénéficiaires au nombre de 115 pour la circonscription de Kaloum devront veiller au respect des critères dans les choix des candidats. Les conditions pour qu'un nouveau électeur soit enregistré, il faut d'abord avoir 18 ans révolus, il faut avoir une pièce d'identité. D'accord, la carte d'identité nationale, le passeport, la carte d'étudiant ou d'élève en cours de validité, et la carte consulaire et le livret militaire. Autre mission de ces membres des démembrements, c'est la réintégration des 2 483 992 électeurs retirés du fichier électoral lors du double scrutin du 22 mars dernier. Leur mission, c'est de faire en sorte que 2 443 992 personnes qui avaient été retirées conformément aux recommandations de l'étude de la CEDEAO réintègrent la base et que ceux-là qui ont eu 18 ans révolus depuis la dernière date de clôture de la révision passée soient aussi enrôlés. Ces opérations engagées par la Commission électorale nationale indépendante s'inscrivent dans le cadre de la bonne tenue de la présidentielle du 18 octobre. Et puis je vous le disais au sommaire, à quelques jours de la manifestation du Front National pour la défense de la Constitution contre la candidature du président Alpha Condé à la prochaine présidentielle, une coalition des jeunes de la Guinée forestière adhère au programme de société de celui-ci. Il se dénomme Action forestière pour la continuité. Leur adhésion a été actée ce jeudi à Conakry. Reportage Mamoudou Boulere Diallo et Abouakar Din Kamara. La guerre de succession du président Alpha Condé au palais Sékou Touré est rude. L'Action forestière pour la continuité estime que le bilan du RPG parti au pouvoir est globalement acceptable. En dépit des contestations d'une partie de la région d'une éventuelle candidature du président Alpha Condé, le porte-parole du AFC engage son mouvement en faveur du maintien de l'actuel chef de l'État. Nous sollicitons humblement au peuple de Guinée en général et celui de la Guinée forestière en particulier, de toute sensibilité, d'être patient, tolérant, mais aussi reconnaissant à l'endroit du chef de l'État, le président, le professeur Alpha Condé. La secrétaire permanente de la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité promet d'utiliser ses nouveaux adhérents pour la nouvelle candidature du champion du RPG. L'ancien ministre des Sports confie que tout est en train d'être mis en place. Des actions sont entreprises autant de Conakry en passant par toutes les régions pour atterrir en région forestière afin de porter ce message d'espoir et d'avenir. En ce qui nous concerne au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous sommes dans la logique de la continuité parce que le projet de société qui a démarré depuis 2010 a rassuré les Guinéens que oui, lorsqu'on décide de faire du développement un créneau, ça se réalise grâce à notre champion bâtisseur, le professeur Alpha Condé. En ce qui concerne les élections prochaines, s'agissant de la date du 18 octobre, le RPG Arc-en-Ciel, à travers les conventions qui se tiennent, tout se dégage en faveur de la candidature du professeur Alpha Condé. En ce moment même, le FNDC prépare une manifestation le 20 juillet
contre la candidature du président Alpha Condé. Et les conventions régionales du parti au pouvoir œuvrent pour son maintien. Tout ça se déroule dans une situation pandémique liée au coronavirus. Autre aspect de cette édition, l'ONG britannique World Humanitarian Drive a distingué le député Sekou Bena Kamara comme meilleure personnalité politique du monde pour l'année 2020. Le nominé était ce jeudi face à la presse pour présenter le prix et ses perspectives pour son pays, la Guinée. Bernard Kondono. Chaque année, World Humanitarian Drive choisit des personnalités à travers le monde entier qui se sont fait remarquer dans les domaines comme la médecine, la connaissance juridique, les finances, l'éducation et la santé dans leur pays. Pour cette année 2020, 25 personnalités ont été retenues parmi 16 000 candidats dans tout le monde entier. Le Guinéen honorable Dr Sekou Bena Kamara a donc été désigné meilleure personnalité politique du monde entier pour son engagement politique en faveur de la protection de l'environnement. Cette présente conférence de presse consiste donc à présenter cette distinction au peuple de Guinée, mais aussi au parti GUD qu'il dirige. Quelles sont les personnes qui peuvent aider l'humanité dans leur domaine spécifique? Peut être en politique, qui peut être en recherche scientifique, dans l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié les personnes dans ces 12 domaines cités plus haut. La distinction permet aux personnalités de poursuivre la mise en œuvre de leurs projets dans leur pays d'origine avec le soutien de l'organisation. Le nominé promet de s'investir à cet effet dans le domaine de la formation des jeunes Guinéens. C'est pourquoi il tend la main à la structure. Le pont est déjà entre moi et entre nous et ce ONG. Et ce ONG est implanté à travers tout le monde entier pour résoudre certains problèmes. Deuxième objectif de cette communication, faire le point sur la situation sociopolitique du pays. Le député invite les parties prenantes au dialogue pour une sortie de crise. Chacun d'eux doit accepter l'autre. En venant pour négocier, je mets toutes les conditions qui ne permettent pas de négocier. World Humanitarian Drive est une organisation d'origine britannique qui vise à utiliser des stratégies possibles pour aider et inspirer les communautés à améliorer leur qualité de vie basée sur l'expertise et le professionnalisme dans le domaine de la médecine, de la connaissance juridique, des finances, de l'éducation et de la santé. Toujours dans l'actualité nationale, l'ONG Mines sans pauvreté accompagne les communautés touchées par les projets miniers à travers des formations, des sensibilisations et surtout des orientations et des plaidoyers auprès des sociétés minières et des départements concernés. Mines sans pauvreté est également revenu sur des programmes en cours de réalisation. C'était à l'occasion d'un point de presse animé ce jeudi à Conakry. Mamadou Kalisso et Mohamed Aloussien Kamara nous en disent plus. L'ONG Mines sans pauvreté développe plusieurs programmes, notamment Communauté minière forte, démarré il y a 2 ans. Il est axé sur la promotion de la participation des communautés qui abritent les projets miniers conformément au texte. Un autre programme vient de débuter. Alors ce programme, c'est le développement des activités génératrices de revenus. L'accompagnement donc des communautés impactées dans le cadre d'atténuer les impacts liés aux projets miniers qui influencent leurs conditions de vie. 3 autres projets sont en cours de réalisation à Mandiana avec la société minière de Mandiana, à Boufa, Télémélé, mais aussi à Boké avec la SMB. La finalité, c'est un plaidoyer pour que les conditions néfastes créées par l'opération minière de la SMB dans la zone puissent être améliorées. Depuis sa création en 2013, Mines sans pauvreté s'est distinguée par le professionnalisme de ses cadres sur le terrain, la formation d'une centaine de personnes ressources dans les zones minières, une formation qui leur permet d'améliorer leurs relations avec les sociétés minières. Nous avons été la première organisation guinéenne à réaliser une étude nationale sur le niveau de participation et de consultation des populations affectées par les projets miniers
dans le processus d'étude d'impact et de suivi de la mise en œuvre des PGS, c'est-à-dire les plans de gestion environnementaux et sociaux. Cette étude a été réalisée entre 2016 et 2017. Ce rapport a été analysé par l'ensemble des acteurs concernés. Des recommandations adressées au ministère des Mines, de l'Environnement et les sociétés minières. Et puis l'ONG Antalpita a pour son baptême de feu planté ce samedi 11 juillet 2020 dans le district de Bourkadje, sous-préfecture de Saint-Ali, 600 plants de pin et l'acacia manzoum sur le lit du cours d'eau de Kokoulou à l'ouest du barrage de Kinkon qui dessert, vous le savez, le courant électrique à plusieurs villes de la Moyenne-Guinée. Et ce geste de l'ONG Antalpita a réjoui toutes les autorités de la préfecture de Pita qui ont d'ailleurs pris part à cette campagne de reboisement. Le point avec notre correspondant régional, Sali Bilalisso. En Moyenne-Guinée, comme dans plusieurs autres villes du pays, l'environnement est sérieusement menacé. Dans la préfecture de Pita, l'ONG Antalpita, créée il y a juste une année, s'engage déjà dans la protection de l'environnement. On a jugé nécessaire pour le développement de Pita, il fallait commencer par protéger les acquis que Dieu nous a donnés. On a le pin, le sapin et l'acacia manzoum. C'est 600 plantes. On a jugé nécessaire de commencer par les plantes qui ne seront pas dérangées par les animaux que nous avons. Pour le sous-préfet de Sintali, accompagné par toute la notabilité de la localité, le choix de l'endroit n'est pas fortuit. C'est ce barrage hydroélectrique qui ravitaille en courant électrique la région administrative de Mamou, la préfecture de Dalaba, la préfecture de Pita, la région administrative de Labé, la sous-préfecture de Timbi-Madina et beaucoup de districts. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'envoyer cette fois-ci le reboisement vers l'ouest de ce barrage que vous voyez, car vous connaissez l'importance de ce barrage. L'importance de ce barrage pour le pays a par ailleurs poussé le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Pita à plaider auprès des populations de Sintali pour le suivi et l'entretien des plans. Le reboisement, c'est un acte civique que chaque citoyen doit se battre pour faire. En plus de ça, si le reboisement, c'est le contrôle et le suivi qui est très difficile. Il ne s'agit pas de reboiser, mais il s'agit de contrôler ce que vous avez planté. Si le suivi et le contrôle n'est pas là, le travail est foutu à l'air. Le barrage là, c'est un bijou pour la préfecture de Pita en particulier. Mais en général, le Fouta et la République de Guinée, nous avons constaté les missions d'inspection de l'environnement qui viennent ici, c'est, comment dirait, presque c'est la déception totale. Les résultats qu'on nous communique, c'est la déception totale. Et cela est dû à l'effet de l'homme même sur la nature. Couper les bois. Quand vous coupez une plante, vous reboisez 10, ça donne de l'avantage. Mais quand vous coupez, vous ne reboisez pas. Vous êtes en train de détruire la nature. Ces 600 plans de l'ONG Antalpita permettront sans doute de protéger l'écosystème en général, mais particulièrement le barrage de Kinkon. Et puis l'insalubrité dans les marchés de Conakry, on peine à résoudre ce problème. À cela s'ajoute la corruption qui rend l'assainissement encore plus difficile. Et bien ce mercredi au CFP de Matoto, le mouvement Sauvons nos îles a fait appel à une méthode bien particulière, le slam et le théâtre, pour mettre en nu ces phénomènes. Mamadou Saliouba et Alseni Kamara. Elle encaisse tous les mauvais coups de la vie, mais elle est forte. À la maison, elle joue le rôle du mari. Elle accepte la vie sous toutes ses formes, sous cette fragilité de femme. À travers le slam, saluer la bravoure des femmes. Pour leur avenir. Et à travers le théâtre, montrer que les vendeuses payent pour se débarrasser des ordures. Mais qu'en réalité, les ordures, elles sont toujours là, dans les marchés de la capitale. Une prestation qui aurait dû se faire dans le marché, mais Covid oblige. Une initiative du mouvement Sauvons nos îles qui veut lutter contre la corruption dans les marchés. C'était une autre manière de militer, une autre manière de faire comprendre certains problèmes dans les marchés. On a fait des enquêtes. On s'est rendu compte qu'au niveau des marchés, il y a un tas de problèmes. Et ces problèmes, on ne peut pas parler de ces problèmes dans des conférences, dans des hôtels. On a décidé de trouver un autre moyen de façon créative, de façon artistique, de façon théâtrale. Et les initiateurs
n'ont pas trouvé mieux qu'un théâtre forum. Leur ambition, amener les gens à suivre un fait réel, débarrassé de toute invention. Voilà ce qu'il faut faire. À partir d'aujourd'hui, on paye 5 000 francs pour la place, 1 000 francs pour la salubrité, 1 000 francs au docker. Chaque jour, on paye 7 000 francs guinéens. Ces femmes sont souvent même intimidées par les responsables du marché quand elles ne payent pas, comme vous avez vu dans la scène. Quand tu ne payes pas, on vient prendre ta marchandise, on jette. Pourtant, c'est ton droit. Tu payes ton droit, mais l'État ne fait pas, c'est-à-dire l'administration ne fait pas son devoir. Alors que faire? Car c'est pour répondre à cette question que le MSI, accompagné par OSIWA et le C4AA, a invité autorités locales, vendeuses et gestionnaires de déchets pour ensemble trouver des solutions. Pour lutter contre ce fléau, il faudrait que chacun soit responsable et qu'on n'aille pas à jeter la responsabilité à l'autorité. Et chacun essaye de se battre et d'assainir son cadre de vie. Les marchés se trouvent dans les quartiers et dans ces quartiers, il y a des associations de jeunes. Pourquoi ne pas confier la gestion des ordures à ces associations? Il faut que les femmes se donnent les mains pour pouvoir travailler. Et 900 personnes dans le marché, ça peut donner quoi par jour? Là, ça va où? L'administration du marché de Matoto et la mairie, invitées à la rencontre, pourraient bien répondre à cette question, mais elles n'ont pas pu se présenter. Les initiateurs, eux, comptent organiser ce genre d'activités dans les autres marchés de Conakry, qui sont tous victimes du même mal. Dernier virage de cette page Nation, l'organisation internationale MSF Médecins sans frontières met un point d'honneur pour mettre fin aux stigmatisations des personnes touchées par le sida. Les populations peuvent davantage connaître, si vous voulez, les risques liés au virus, mais aussi les précautions qui doivent être prises pour se protéger et protéger les autres. Mohamed Valek Touré et Abakar Keke Kamara signent ce reportage. C'est un programme de Médecins sans frontières qui s'inscrit dans le cadre de soutien à la formation des leaders communautaires en vue de faciliter leur mission de sensibilisation auprès des sociétés sur les dangers liés au VIH. Ils sont au départ une quinzaine pour la commune de Dixine. Cette formation devrait permettre aux participants de définir les impacts liés à la discrimination et la stigmatisation des personnes atteintes du sida. On a commencé à impliquer des leaders d'opinion dans la sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. Parce qu'aujourd'hui, en plus de la gratuité du traitement antirétroviral, nos structures de prise en charge sont confrontées à assez de difficultés, à beaucoup de problèmes. À travers cette formation, ces acteurs disposent désormais des ressources qui trouvent des réponses adaptées aux besoins des populations touchées. D'où le thème central de la formation, encourageant à pratiquer l'entraide tout en suivant les consignes émises par la santé publique. Nous avons reçu certaines choses, idéologies ici que nous, on n'avait pas. Parce que là, on se disait avant, quand on est victime ou bien attaqué de sida, VIH, sida comme ça, là, tu n'as pas à frotter avec d'autres tierces personnes. Selon le dernier rapport publié par le Centre de prise en charge des personnes vivantes avec le VIH-Sida, l'indice de prévalence ne fait qu'augmenter dans certaines régions du pays, d'où la nécessité de conscientiser les populations de sa prise d'ampleur. Le palu tue plus que le VIH. Okay? Il faut que les gens le sachent. Le VIH ne peut tuer que 3 personnes actuellement. La personne qui ne connaît jamais son statut, c'est-à-dire qui ne s'est pas fait dépister, eh bien, il pique le VIH et ça évolue, il ne sait pas de quoi il s'agit, le VIH peut le tuer. Pour parer à toute éventualité, MSF, dans son programme, invite les citoyens à faire preuve de prudence, faire leurs tests de dépistage pour connaître leur statut sérologique et d'éviter les comportements à risque. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information, une édition exclusivement consacrée à l'actualité nationale, vous l'avez compris. Elle a été conduite à la régie par le très discret Lamine Sidibé, réalisée par Mamadou Sadio Baldé. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace TV. Bonsoir.